J'ai le grand plaisir de vous présenter le professeur Carlo Cecchetto, qui est professeur à l'Université de Milan-Bicocca et aussi directeur de recherche à l'Université de Paris 8. Carlo a une formation de philosophie dans le temps, puis il est rapidement viré vers la linguistique. Il a donné une série de contributions importantes à la syntaxe des langues romanes, à la théorie syntaxique, par exemple sur les constructions disloquées à droite et à gauche, en italien et dans d'autres langues romanes, et puis comme contribution théorique importante, juste pour donner un exemple, dans le livre avec Caterina Donati sur les étiquettes assignées aux structures créées par Merge. Et depuis, je dirais, une vingtaine d'années, il s'occupe beaucoup aussi de langue de signes plurielle, en particulier avec dans la tentative d'identifier des propriétés des langues des signes qui peuvent nous montrer aussi des propriétés qui sont peut-être moins immédiatement visibles dans les langues orales et donc des propriétés qui peuvent éclaircir ultérieurement nos idées sur la nature de la faculté du langage. Donc, bienvenue. Merci d'avoir accepté. OK, merci. Merci beaucoup. On va commencer. Alors, il y a au moins 50 ans de recherches sur les langues des signes, en fait plus, parce que la recherche a commencé dans les années 60 aux États-Unis et dans les années 70, 80 en Europe et notamment en France. Et même s'il s'agit d'une simplification, je pense que c'est une simplification utile de dire qu'il y a deux types d'approches générales. Alors, selon une première approche, bien sûr, on sait qu'il s'agit des langues à part entière, ils sont des véritables langues, et alors il y a la même faculté de langage et en principe les mêmes catégories d'analyse qui ont été développées pour les langues vocales sont utiles, nécessaires pour les langues des signes. Alors, dans une approche plutôt différente, non, pas vraiment, parce que la modalité visuospatiale impose, selon cette approche-là, une révolution des catégories d'analyse. Les catégories d'analyse développées pour les langues vocales ne suffisent pas. Okay. Encore une fois, c'est une simplification, mais utile pour aujourd'hui. Et alors, si on explore un peu les premières approches, pour ceux qui étaient ici la semaine passée, Jeremy Kuhn a très bien représenté les premières approches, je pense. L'idée, c'est que les mêmes caractéristiques fondamentales des langues vocales, ils sont là dans les langues des signes. Par exemple, la double articulation. C'est quoi la double articulation? C'est l'idée que les unités significatives du langage, les mots, les morphèmes, sont constituées, sont faits, des unités non significatives, c'est-à-dire les phonèmes. Et encore une fois, Jeremy Kuhn a expliqué les sens des phonologies pour les langues des signes. Et bien sûr, les langues des signes ont une structure syntactique complexe, récursive, basée sur merge, et merge récursive, comme le professeur Rizzi l'a dit aujourd'hui en général. Et si on s'y situe dans les premières approches, on pense que des notions comme phonème, syllabe, subordination, accord, phrase sujet, prédicat, phrase principale, phrase subordonnée, etc., sont des outils tout à fait fondamentaux pour analyser les langues des signes. Alors, même à niveau typologique, encore une fois, aujourd'hui, professeur Rizzi a parlé des différentes typologies de phrases relatives. Là aussi, les premières approches disent « Oh, si on regarde les langues des signes, on voit des choses qui sont plutôt familières. » Ici, je vais faire très vite un exemple qui concerne les phrases relatives. Okay? Alors, on sait que dans les phrases relatives en français et dans beaucoup des autres langues, la phrase relative, c'est une phrase qui modifie un nom. Okay. Ici, le nom est girafe, et dans la terminologie syntactique, on appelle les noms modifiés par les phrases relatives la tête de la phrase relative.
Et à l'intérieur de la phrase relative, il y a un gap, un trou, qui correspond à la fonction grammaticale. Ici, girafe serait le complément objet. OK, ça serait les mouvements syntactiques qui on était en train de considérer à la fin du cours d'aujourd'hui. OK, beaucoup de langues sont comme ça, mais pas tout. Et par exemple, il y a les langues avec les corrélatives, mais il y a aussi des langues, ici j'ai pris un cas entre autres, c'est le navajo, ok? Et là, dans les langues comme le navajo, la tête de la phrase relative est à l'intérieur de la phrase relative, pas à l'extérieur. Par exemple, ici, la tête, c'est apple, pomme, ok? Et les personnes qui ont analysé le navajo ont montré qu'il est à l'intérieur de la phrase relative. On sait qu'il s'agit d'une phrase relative, pas d'une phrase déclarative générique, parce qu'il y a un marqueur de relativisation, qui est celui-là. Ah non, c'est... Je ne sais pas si ça... Comment faire ça? OK, celui-là. OK. OK, et les langues des signes? Les langues des signes, bien, il y a des langues des signes. Par exemple, les premières vidéos qu'on va regarder, c'est une vidéo de la LSF, la langue des signes française, qui semble avoir, selon l'analyse qui a été proposée, des phrases relatives à tête externe, un peu comme le français. OK? Alors, ici, on va regarder une vidéo qui correspond à la phrase française « Choisissez la girafe qui lèche la vache ». Il y a des sous-titres, que vous allez voir, sont en anglais. Et il y aura un sous-titre un peu spécial qui est le signe qui peut être soustrait pi. C'est un marqueur de relativisation. OK? On va regarder ça. Choisissez girafe, pi, lèche, vache. OK? Ça ressemble un peu à la structure française. Mais si on va pas loin d'ici, bon, pas trop loin d'ici, en Italie, et on regarde la structure de la langue des signes italienne, qui s'appelle la LIS, les phrases relatives sont plutôt différentes. Alors, je n'ai pas le temps de développer l'analyse des phrases relatives en LIS, qui est beaucoup décrite dans la littérature, mais l'analyse qui a été proposée est que là, la tête de la phrase relative est à l'intérieur de la phrase relative, un peu comme une navajo. Okay? Je vous montre quand même les vidéos, même si je n'ai pas le temps d'analyser. Et là, il y aura un autre marqueur de relativisation qui s'appelle P, qui est un peu, si vous voulez, lié au pi dans la LSF, mais la structure est très différente. Je vais une autre fois pour les personnes qui étaient en train de regarder les interprètes. Je m'excuse. OK, alors, il semble que dans les phrases, dans les langues des signes, il y a un niveau de variation typologique qui est comparable, même si les langues des signes étudiées sont moins que les langues vocales, mais il semble que les mêmes catégories d'analyse sont très utiles. Bien. Et moi, je pense que les premières approches, parce que là, on est dans les premières approches, a produit des résultats très importants. Par exemple, aujourd'hui, pour certaines langues des signes, il y a des grammaires descriptives qui sont comparables pour ampleur et richesse aux les grammaires descriptives de langues vocales qui ont une histoire d'études beaucoup plus longue. Ici, il y a la grammaire produite par un projet européen sur la langue des signes italienne. C'est disponible en ligne. S'il s'agissait d'un bouquin traditionnel, il serait plus ou moins 1000 pages avec plus de 1000 vidéos. Et, petite parenthèse, c'est gratuit parce qu'il a été produit par la recherche financée par la communauté européenne. Comme dans 10 jours, on doit voter, vous allez voter parce que c'est très important, soutenir la recherche, parce que c'est une règle de la recherche européenne que les produits doivent être open source, disponibles de manière gratuite.
parce qu'il est payé, la recherche est payée par l'argent public. Okay. Alors, voter, c'est important. Conclusion de la parenthèse. OK, mais la vie est compliquée. Et même si les premières approches ont été très efficaces, pardon, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'il y a des constructions, des productions dans les langues des signes qui sont vraiment récalcitrantes à l'analyse avec les catégories de l'analyse, si vous voulez, traditionnelle, les catégories développées pour les langues vocales. Et aujourd'hui, je vais parler d'un cas de difficulté qui est le cas de la simultanéité. OK? Alors, je vais faire ça avec un exemple concret pour être le plus explicite possible. J'ai tiré ces cas de la recherche de ma collègue Paris 8, Marianne Salandre. Et le cas est celui-là. On va regarder cette image plusieurs fois aujourd'hui. Alors, il s'agit d'une production qui, plus ou moins, correspond à l'expression française « Voici l'oiseau qui observe les chevals qui s'apprêtent à sauter la clôture ». Okay? Une structure en français complexe, avec deux phrases relatives, c'est un signifié complexe. Alors, on regarde un peu ensemble là. Il y a l'amant, celui-là, c'est l'amant non dominante qui représente la clôture. Okay? Après, il y a l'expression faciale et en général la posture qui représente les chevals. Okay? Et l'amant dominante représente l'oiseau. OK? Alors, le signifié est plus ou moins le signifié qui est là. Alors, si on se demande, c'est quoi ça? C'est une phrase? Si c'est une phrase, c'est quoi la structure interne de la phrase? C'est quoi le sujet? C'est quoi le prédicat? Pas facile, OK? Peut-être il s'agit d'une structure encore plus complexe qu'une phrase, mais alors c'est quoi la relation entre les parties qui composent cette production-là? Alors, bien sûr, pour avoir une production comme celui-là, on doit avoir un contexte. Et en particulier, le contexte, la signeuse est en train de dire en langue des signes une histoire qui est représentée par les dessins là. Okay. En particulier, la production qu'on voit ici correspond à cette image-là. On doit savoir, parce que la production est très implicite, on doit savoir les topiques, etc., etc. Mais quand même, c'est une production qui est interprétée, compréhensible et plutôt frappante, je pense. Alors, comme il y a des choses comme ça, et beaucoup de choses comme ça dans les langues des signes, une deuxième approche a été proposée, et l'idée est que non, on doit abandonner les catégories qui sont typiques de la linguistique basée sur les langues vocales, et cette catégorie doit soit être abandonnée, soit être révisée en profondeur. Okay? Et une position aussi radicale que ça a été proposée, par exemple, en France, par une des fondateurs des études linguistiques sur la LSF, qui est Christian Cuxac. OK? OK. Alors, j'ai dit c'est une simplification. Oui, c'est une simplification. L'opposition entre première et deuxième approche, c'est un peu une simplification. Par exemple, pas loin d'ici, à l'Institut Jean-Nicot, à ONS, des approches très intéressantes, hybrides pour la sémantique ont été proposées. Et là, l'idée est qu'il y a la sémantique compositionnelle formelle typique des langues vocales, et il y a un système iconique et holistique complexe qui interagit avec la sémantique compositionnelle. Mais moi, je pense qu'il manque encore une théorie syntactique de la simultanéité. Et aujourd'hui, je voudrais, je ne sais pas si proposer une analyse, mais esquisser une possible analyse. OK? Alors, avant de commencer, peut-être qu'on doit considérer une solution simple, facile.
La solution facile pourrait être celui-là. Alors, nous, on sait que la parole, dans les langues vocales, est accompagnée des gestes. Okay? Et les gestes sont importants parce qu'ils contribuent à signifier qui est important. Peut-être qu'ici, il y a plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des signes qui sont accompagnés des gestes. Et que je vais parler de production à haute simultanéité, en général, pour parler des situations comme la situation avec les chevals, avec plusieurs articulateurs, etc. Peut-être que les cas de haute simultanéité sont des cas de gestes qui accompagnent les signes. Alors, bien sûr, c'est plus compliqué de distinguer les gestes et les signes parce qu'ils utilisent les mêmes canaux. Mais en principe, c'est une possibilité. Alors, ça ne marche pas, je pense. Alors, on va considérer des exemples un peu plus simples que simples que les cas des chevals. Par exemple, ici, on va regarder un cas qui correspond à la production française. Il lit et il parle au téléphone en même temps. OK? Très intuitif. OK. Alors, déjà, il y a un problème, parce que s'il s'agit d'un geste et d'un signe, c'est quoi les gestes, c'est quoi les signes? Parce qu'ici, on semble avoir des signes, téléphoner et parler, et lire, pardon. Mais quand même, on fait l'hypothèse qu'une des deux est un geste et un signe. Mais ça ne marche pas même si on fait cette hypothèse-là. Par exemple, ici, on voit un cas un peu différent. Ici, il y a une production dans laquelle le verbe manger est modifié par une expression adverbiale. La phrase qu'on va regarder veut dire « il mange rapidement » et « il lit ». Lit pas rapidement, ce n'est pas modifié. Okay? On va regarder ça. OK? Alors, ici, il y a une autonomie réciproque entre manger et lire. Parce que manger est modifié, lire n'est pas modifié. OK? Alors, si on regarde la relation entre les mots et les gestes dans les langues vocales, ce n'est pas comme ça, il n'y a pas d'autonomie. Au moins pour les gestes qui sont co-articulés. Alors, ici, dans les vidéos qu'on va voir, je vais dire la phrase « Jean va se tuer ». OK? Et j'accompagne la phrase avec un geste qu'on va regarder ensemble. Jean va se tuer. OK. Alors, cette production-là veut dire que si Jean va se tuer, il va s'éloigner en se poignardant et pas d'une autre façon. Ici, il n'y a pas d'autonomie entre les gestes et les mots. Mais dans la situation qu'on avait vue, lire et manger, il y avait d'autonomie. Okay? Alors, il semble qu'ici, ces deux verbes qui sont simultanés, qui sont produits de la même manière simultanée, ils sont autonomes. Okay? Ce n'est pas la même relation qu'il y a entre un mot et un geste. OK? OK, alors ça c'est le spoiler d'aujourd'hui. Le spoiler est le suivant. Je vais tenter de défendre l'idée qu'il n'est pas nécessaire d'abandonner la boîte à outils de la linguistique développée pour les langues vocales pour analyser les productions à haute iconicité, mais on doit faire une hypothèse qui est peut-être aussi radicale, c'est-à-dire que la faculté de langage, en principe, permet la production simultanée des énoncés multiples. Okay? Et on va voir ça dans les prochaines minutes. Okay. Mais avant d'entrer dans l'hypothèse et de développer un peu une clarification et quelque chose qui semblera une digression, mais ce n'est pas du tout une digression. La clarification est la suivante. Dans beaucoup de cas, les structures à haute simultanéité sont aussi iconiques.
Par exemple, le cas des cheval était comme ça. C'était une structure avec beaucoup de simultanéité et aussi iconique. Mais la notion de simultanéité et la notion d'iconicité sont distantes, ne sont pas la même notion. Il y a des cas dans lesquels il y a simultanéité et il n'y a pas d'iconicité. Et aujourd'hui, moi, je vais parler en général de la simultanéité, okay? Pas de l'iconicité, sur laquelle il y a beaucoup de travaux que je ne vais pas décrire. Alors, pour voir ça, on doit parler un peu de la différence entre l'usage topographique et grammatical de l'espace dans lequel les signes sont produits. Okay? Alors, ça c'est la liste, la langue des signes italienne, et c'est une production qui correspond à la phrase impérative « va ouvrir la porte ». Ok? Là, la position de le prédicat « ouvrir la porte » est orientée vers la position de la porte dans le monde réel. Okay. En particulier, la porte doit être à gauche du seigneur dans le contexte de production. Ici, il y a un usage dans lequel l'espace dans lequel les signes sont produits représente de manière iconique les objets dans le monde réel. Okay. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Ici, par exemple, on va regarder deux vidéos qui représente plus ou moins le signifié « l'homme donne un livre à la femme ». Okay? Alors, dans les premières vidéos, les signes pour femme est localisé à gauche du seigneur et les signes pour homme à droite. Okay? Dans les deuxièmes vidéos, la position des deux signes est inversée. Mais le signifié ne change pas. Okay? On va regarder les deux vidéos ou l'une après l'autre. Comme ça, vous pouvez voir la différente localisation. OK, ça, ce n'est pas encore simultané. Hein? Alors, l'exemple de simultanéité pas iconique est le suivant. Alors, on parle ici c'est encore une fois des vidéos de la grammaire de la langue des signes italienne. On parle ici d'une action réciproque. C'est quoi une action réciproque? C'est le cas dans lequel la personne A fait une action à la personne B et la personne B, en même temps, fait la même action à la personne A. Okay? Alors, dans la liste, il y a au moins deux façons de produire des résultats, des énoncés avec les prédicats réciproques. Alors, là, il s'agit de la phrase qui, en français, pourrait être traduite comme « ils s'aident mutuellement », l'un l'autre. Okay? Et alors, il y a la première façon qui n'est pas simultanée, qu'on va regarder maintenant. Okay? Et après, il y a la façon simultanée qu'on va regarder maintenant. Okay? Je pense que c'est plutôt clair. Alors là, il s'agit d'une simultanéité, bien sûr, les deux mains sont produits les signes en même temps, mais il n'y a pas d'iconicité ici. C'est-à-dire les deux personnes qui s'aident ne sont pas à la droite et à la gauche du seigneur. La position ne correspond pas à la position des signes. Okay? Il y a une utilisation de l'espace qui est simultanée, il y a de la simultanéité sans iconicité. OK? C'est pour dire que les deux notions sont distantes. OK, alors la digression maintenant, qui n'est pas une digression, pas du tout. On va parler pour quelques minutes de codas. Alors, c'est quoi les codas? Les codas sont des personnes entendantes qui ont des parents sourds et qui sont exposés aux langues des signes dans la famille et ils sont exposés à la langue vocale, bien sûr, dans la communauté plus vaste des entendantes. Alors, chez les codas, après il y a beaucoup de différences, mais il y a des codas qui produisent en même temps des signes et des mots
OK? Ça s'appelle en anglais le code blending, le mélange de codes, si vous voulez. Et bien sûr, on comprend pourquoi ils peuvent faire ça, parce qu'il y a des articulateurs différents. La bouche pour les langues vocales et les autres articulateurs pour les langues des signes. Alors, il y a plusieurs études sur les phénomènes de coda et de code blending. Je vais parler maintenant le code blending entre l'italienne et la LIS, qui a été étudié par Chiara Branchini et Caterina Donati. Alors, un premier cas qu'on va regarder, c'est le cas dans lequel deux phrases complètes qui expriment un signifié identique ou presque identique sont co-articulées. OK, alors, on va regarder les vidéos dans 30 secondes, mais avant, je vais introduire un peu. Alors, le garçon ici, qui est un coda, dit en italien cosa ha mangiato Rana, qu'en français serait quoi a mangé Grenouille. OK? Et en LIS, il produit les signes pour grenouille, manger et quoi. Alors, c'est intéressant, c'est frappant. Première chose, produire deux phrases complètes en même temps, ce n'est pas rien. Deuxième chose, et encore une fois, Jérémy Kuhn avait insisté sur ça la semaine passée, italienne et LIS sont un peu les miroirs l'une des autres pour certaines propriétés. Et pour les phrases interrogatives, c'est comme ça. Parce qu'en italien, comme il est possible aussi en français, le pronom interrogatif est dans la périphérie gauche de la phrase. En LIS, le pronom interrogatif est dans la périphérie droite à la fin de la phrase. Alors, les garçons produisent les deux phrases avec les règles de la langue respective, l'italienne et la LIS. C'est encore plus frappant. Okay. On va voir les vidéos et j'ai déjà dit pour les personnes sourdes le contenu de ce que les garçons disent. Cosa ha mangiato Rana? Ok. Celui-là, c'est quoi? Cosa en italien. Les signes. Ok. Alors, il y a un autre cas de code blending discuté par Branchini et Donati. Alors là, c'est un peu différent, parce que pour avoir la phrase complète, on doit intégrer l'italienne et la LIS. Ok? Et le cas est celui-là. Alors, il y a une petite fille. En italien, elle dit parla con Biancaneve, c'est-à-dire parle avec Blanche-Neige. Okay. Et en LIS, elle produit les signes pour parler, qui est coproduit avec le verbe italien parler. Et quand il produit en LIS en italien, pardon, avec Blanche-Neige, elle produit les signes pour chasseur. Okay. Le signe pour chasseur est celui-là. Je ne sais pas si c'est visible. OK. OK. Alors, là, il y a une phrase qui est complète seulement si on compose la liste à l'italienne. Et la chose qui est plus pertinente pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y a une production simultanée des syntagmes prépositionnels avec Blanche-Neige et du verbe, des sujets lexicaux chasseur en liste. Alors, dans la même phrase, il y a la production simultanée de deux catégories, de deux constituantes. On va regarder les vidéos. La qualité de la vidéo n'est pas exceptionnelle, mais avec la description, je pense que ça devrait marcher un peu. OK, alors, finalement, on peut revenir à les cas initial. C'était le cas, vous vous souvenez, de la production très complexe avec les chevals. Alors, la base de l'analyse que je voudrais proposer est la suivante. Alors, avant de dire ça, peut-être, la prémisse est la suivante. S'il est possible de produire des phrases simultanées, de manière simultanée,
quand il y a deux langues concernées, peut-être, on pourrait considérer l'hypothèse que la même chose peut arriver aussi à l'intérieur de la même langue. Bien sûr, s'il est possible. Dans deux langues vocales, c'est impossible parce qu'on a seulement une bouche. Okay? Mais dans les langues des signes, peut-être il est possible. Comme on peut prendre les cas de code mixing comme la base pour faire l'hypothèse que la cognition humaine, la faculté d'un langage, en principe, a les pouvoirs pour permettre la production simultanée des énoncés. Et je vais proposer que ça, c'est possible même à l'intérieur de la même langue. Okay? En particulier, ici, je voudrais proposer comme analyse initiale que l'énoncé ou la production très complexe est en fait la coordination des trois phrases simples. Alors, la première phrase est la phrase « il y a une clôture » et la phrase est produite par la main non dominante. Okay. La deuxième phrase est « les cheval la regardent ». Ça est produit par l'expression faciale, la posture. Et la troisième phrase est « l'oiseau les regarde ». Et ça est produit par la main dominante. Alors, même s'il s'agissait d'une piste correcte, on n'est pas encore là. En particulier, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème est le suivant. Dans la coordination des trois phrases simples, il n'y a pas une univocité d'interprétation. C'est-à-dire, les pronoms, par exemple, les pronoms « là », okay, bien sûr, peut se référer à la clôture, mais ce n'est pas obligatoire. C'est un pronom. La même chose ici. L'oiseau les regarde, les, bien sûr, peut se référer au cheval, mais ce n'est pas obligatoire. Au contraire, dans la production qu'on a vue, il y a une univocité. Ce n'est pas que le cheval regarde la clôture ou un autre objet, non, le cheval regarde la clôture. Alors, en français, pour avoir une univocité de sens comme ça, on doit utiliser une structure complexe, comme la phrase ici, qui est « l'oiseau qui observe les chevals qui s'apprêtent à sauter la clôture », avec une structure subordonnée, de phrases relatives, etc., etc. S'il s'agissait d'une production simplifiée de trois phrases coordonnées, on n'aurait pas les signifiés complexes comme celui-là et univoque. Mais ce n'est pas aussi compliqué d'expliquer parce qu'il y a cette signifiés-là, parce qu'on doit considérer comment l'anaphore est fait dans les langues des signes. Alors, dans les langues des signes, chaque référent peut être associé à un lieu arbitraire dans l'espace des signes. Il s'appelle, dans la terminologie technique, locus. Okay? Même si un signe est produit sur le corps, on peut poser une relation entre un référent et un lieu spécifique. Et après, une fois que le référent est lié à un locus, pour faire un lien anaphorique vers les référents, on fait un pointage vers les locus. Alors, le pointage pourrait être explicite, très explicite, par exemple par un pointage manuel, comme celui-là, mais plus implicite, par exemple par les regards, par la direction des regards. OK? Alors, si on a ça dans l'esprit, et on va regarder encore une fois notre énoncé, alors on peut dire que l'univocité de la production est déterminée par l'anaphore spatiale, par l'anaphoricité spatiale de la langue des signes, parce que les regards se réfèrent aux clôtures, et la direction dans laquelle les signes oiseaux est orienté est vers l'expression faciale. Okay? Alors, c'est la combinaison de deux choses qui permet une production comme celui-là. L'effet qu'on peut produire des phrases de manière simultanée et qu'il y a une anaphoricité spatiale qui est propre aux langues des signes. OK. Alors, si on fait ça, il y a un avantage, que les trois phrases simples qui composent la production complexe
sont analysables par les catégories de la linguistique traditionnelle. Quelque chose comme les chevals et les regards, c'est des phrases qui ne sont pas mystérieuses. Okay. La décomposition permet une analyse tout à fait intéressante, mais pas aussi compliquée que ça. Okay. Alors, bien sûr, vous pouvez dire, mais tu es en train d'ouvrir une boîte de Pandore, parce qu'il y a une différence fondamentale entre les cas de code blending et les cas que je suis en train de discuter. Parce qu'il n'arrive pas qu'avec la main dominante, on dit une chose, et avec la main dominante, on dit une autre chose. Il n'arrive pas des cas dans lesquels, avec la main dominante, on parle de la réforme des retraites, et avec la main non dominante, on parle de l'effet qu'à Paris, le printemps est horrible et pleut tout le temps. Okay. Il doit avoir des limites sémantiques à la possibilité de co-articuler les phrases. Et oui, je pense que c'est tout à fait correct. Mais les modèles de production linguistique, je pense, peuvent expliquer ça. Alors, les modèles de production linguistique postulent toujours au niveau des messages conceptuels prélinguistiques. L'idée qu'il y a un concept, une image, quelque chose qui doit être exprimé en manière linguistique plus tard. Alors, une proposition possible est que pour être co-articulées, deux phrases doivent venir des mêmes messages conceptuels. Par exemple, la description d'une image complexe, comme le cas des chevaux qu'on a vu avant. OK? OK, alors, on a presque fini cette première partie. La dernière chose est la suivante. La simultanéité est la possibilité de co-articuler des phrases. Alors, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Alors, chaque fois qu'il y a une production simultanée, on devrait avoir aussi la production consécutive de les trois phrases. Ici, je vous montre finalement les vidéos qui représentent la version simultanée, qui correspondent à l'image qu'on a déjà vue. Et après, on va regarder une vidéo qui correspond à les trois phrases consécutives, l'une après l'autre. Okay? Alors, ça, c'est la version simultanée. OK? Très bref. Très implicite, bien sûr. Il est possible seulement dans un contexte dans lequel on sait qu'on parle de l'écheval, etc., etc. Et ici, c'est la version explicite, plus longue, avec les trois phrases, une après l'autre. Pardon, je vais répéter, je m'excuse. OK, longue, explicite, obligatoire si on n'a pas le contexte. OK, une question ouverte. Une fois qu'on dit que deux phrases peuvent être coordonnées, là, j'ai proposé qu'il s'agit de phrases qui peuvent être co-exprimées, qui peuvent être simultanées. Là, j'avais dit qu'il s'agit de phrases coordonnées. Mais on pourrait se demander, on pourrait poser la question, est-il possible d'avoir des phrases principales et subordonnées qui sont produites en même temps? Très difficile à dire. On est en train de réfléchir sur ça. On a des pistes, mais la question est ouverte. Si vous voulez, on parle de ça plus tard. Okay? Mais c'est une question théorique intéressante. OK. Alors, si vous voulez, ça, c'était les cas qui correspondent plus ou moins les cas de la grenouille, c'est-à-dire la production chez les codas de deux phrases complètes simultanées. Maintenant, on va regarder un cas qui pourrait être la version à l'intérieur de la même langue de Blanche-Neige, c'est-à-dire une phrase unique dans laquelle deux catégories sont produites en même temps. Okay. Alors, pour aborder cette question, on doit introduire les concepts qui, en anglais, on parle de role shift.
Dans la tradition française, on parle aussi de transfert personnel. Alors, comme les deux notions sont similaires, mais pas tout à fait la même chose, je vais utiliser l'expression anglaise role shift ici. Alors, c'est quoi le role shift? Alors, c'est une stratégie à travers laquelle un signeur, une signeuse, décrit un événement et adopte la perspective d'une participante à cet événement-là. Okay? Il ou elle n'est pas décrit l'événement comme spectateur externe. Et il y a deux types de role shift qu'on va regarder, les attitude role shift et les action role shift. On commence avec les attitude role shift. Alors, ici, on va regarder une vidéo dans laquelle il y a un seigneur qui dit Jean dit, et après, il y a une structure subordonnée. Alors, dans la structure subordonnée, le signifié est Jean dit qu'il a embrassé Marie, alors c'est Jean qui a embrassé Marie, mais il y a un pointage de première personne. OK? Comme celui-là. Mais attention, le signifié est Jean a dit que Jean a embrassé Marie, pas Jean a dit que moi, le Seigneur, j'ai embrassé Marie. Okay? Si vous voulez, c'est un peu comme les discours directs. Mais ce n'est pas tout à fait les discours directs pour des raisons que je ne peux pas aborder. Alors, on va regarder les vidéos. OK? Bien sûr, il y a aussi une version qui correspond plus ou moins au discours indirect. Et ici, le pointage n'est pas vers les seigneurs, mais vers la position des gens. On va regarder ça. OK, alors, l'analyse dans la tradition sémantique de l'attitude role shift, ça c'est une parenthèse de 2 minutes pour les personnes qui sont intéressées à l'interface entre la syntaxe et la sémantique, est la suivante. Il y a une structure biphrasale avec le verbe dire, qui est un verbe qui prend une phrase enchâssée, et à l'intérieur de la phrase enchâssée, dans la périphérie gauche, il y a un opérateur de changement de contexte. Alors, l'idée est la suivante. Normalement, un pronom de première personne, c'est un pronom d'éthique. Il se réfère à la personne qui produit la phrase dans le contexte. Pour avoir l'interprétation dans laquelle le pronom de première personne se réfère à une autre chose, on doit changer le contexte. Et ça est fait par l'opérateur de context shift. Il y a des détails d'analyse sémantique très détaillés sur ça, mais ça, c'est un peu l'idée de base. Mais la chose importante pour nous est que quand il y a l'attitude role shift, il y a un contexte biphrasal, la phrase principale avec dire et la phrase avec role shift. Ça, c'est la chose la plus importante. Après, il y a aussi les action role shift. Alors là, il s'agit d'un contexte qui n'est pas un contexte qui doit être biphrasal. Par exemple, ici, alors, on va voir une vidéo dans 30 secondes, mais je vais illustrer un peu. Alors, il y a une introduction dans laquelle il y a une phrase circonstancielle, comme quand Jean arrivera. On sait qu'il s'agit d'une phrase circonstancielle parce qu'il y a un marqueur non manuel spécifique, mais c'est un peu un détail. Et après, il y a la phrase avec action role shift, qui est important pour nous. La phrase, c'est livre. Et après, il y a le verbe donner. Alors là, le verbe donner, encore une fois, le début du verbe est le corps des seigneurs, mais la phrase ne veut pas dire, ne dit pas, ne signifie pas je donne un livre à toi, mais veut dire encore une fois, Jean donnera un livre à toi. Et ça arrive parce qu'il y a un changement de la position du corps des seigneurs, qui est orienté plutôt vers la position des gens. Dans les role shift en général, j'avais oublié de dire ça, il y a toujours un changement d'orientement de la position des seigneurs qui va prendre la position de la personne qui est
la prospective, la personne de laquelle on adopte la perspective, ok? Duquel on adopte la perspective. Ok, on va regarder ça, les vidéos, finalement. Ok. Alors, finalement, l'hypothèse. Alors, l'hypothèse que je vais proposer est la suivante. Dans le cas des action role shift, dans lequel il y a un changement de contexte, il n'y a pas le verbe dire, je propose qu'il y a une co-articulation entre sujet et verbe. En particulier, le sujet ici qui est exprimé avec le verbe serait quoi? Serait un pronom, un pointage, qui se dirige vers la position des gens. Okay? Alors, comme réflexe du fait qu'il y a une co-articulation entre les pronoms sujet et le verbe, le seigneur déplace son corps vers le locus des gens. Okay? Alors, ça, ce n'est pas un fait, hein, c'est une proposition d'analyse. La proposition d'analyse, encore une fois, c'est de dire qu'il y a co-articulation entre sujet et verbe. Okay? Et comme réflexe de ça, il y a un changement dans l'orientation et le seigneur doit déplacer son corps vers la position des gens. OK. Alors, comment... alors, ce n'est pas la seule analyse de role shift, il y a beaucoup d'analyses de role shift. Hein. Cette analyse-là a une propriété intéressante, je pense, qui est... C'est un détail, si vous voulez, mais c'est un détail révélateur. Alors, c'est un peu complexe, mais j'ai essayé d'expliquer ça. Alors, ici, on a à gauche un cas de action role shift classique, plus ou moins similaire à ce qu'on a vu. À droite, on a il y a une chose bizarre. Dans la phrase, il y a une chose en plus. Okay? C'est quoi la chose en plus? C'est marqué en rouge. C'est un pointage de première personne. Okay. Alors, ça a été observé pour plusieurs langues de signes, pour la langue des signes danois, pour la langue des signes américaine, pour la langue des signes français, etc. etc. C'est un détail, mais c'est systématique. Alors, c'est quoi là, l'effet de mettre un petit truc en plus, c'est ce pronom-là, change totalement l'interprétation de la phrase. Alors, la première phrase, c'était l'enseignante aide l'élève et les seigneurs deviennent l'enseignant. OK? On va regarder ça. OK? Là, le verbe aider, il part de la position de le corps des seigneurs, mais la phrase veut dire l'enseignant aide l'élève, parce que les seigneurs deviennent l'enseignant. Okay. Ici, dans la deuxième phrase, qu'on regarde en 30 secondes, l'effet d'avoir ajouté cette expression pronominale-là change totalement les signifiés. Les signifiés deviennent l'enseignant a dit qu'il a aidé l'élève. Okay? Et attention, il n'y a pas de verbe dire dans la phrase. Les signifiés contiennent le verbe dire, mais il n'y a pas de verbe dire. On va regarder les vidéos et après on va réfléchir un peu sur ça. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, l'idée est la suivante. J'avais proposé, c'était l'analyse que j'avais proposée, que quand il y a role shift, il y a un sujet incorporé dans le verbe. Mais si on ajoute un deuxième pronom, il y a un problème. Parce que dans la phrase, il y a seulement une position sujet, pas deux. OK? Alors, comment faire s'il y a l'adjonction, si on ajoute les pronoms de première personne? Alors, ce qu'il arrive est qu'il y a l'introduction implicite d'un verbe comme dire. Alors, les éléments pronominels, première personne explicite, deviennent les sujets
de la phrase principale avec dire. Une dire, si vous voulez, moins. Il y a un verbe dire moins. Et la phrase avec role shift, par hypothèse, a un sujet incorporé, qui est un autre pronom. Okay? Alors, si on dit que le role shift peut être, c'est un cas de co-articulation des verbes sujets, on a une explication très naturelle pour ce phénomène-là, qui est plutôt systématique dans les langues de signes. Alors, OK, la dernière chose avant d'arriver à la part finale. Il y a aussi des cas dans lesquels il y a une co-articulation des verbes et objets directs. C'est le role shift dans lequel les signeurs ne deviennent pas l'agent, mais les patientes de l'action. OK? Et on va regarder un cas comme celui-là. Vous avez noté que cette fois ici, le verbe aider est vers la position des signeurs. Comme dire, c'est le signeur qui est aidé. Alors, je n'ai pas le temps de développer ça, mais aussi, on fait la même prédiction. Si on ajoute un pronom, comme il y a dans la phrase, il y a seulement une objet direct, on devrait déclencher les mêmes changements totaux de signifiés. Si on ajoute une expression pronominale, là, la phrase devrait dire une chose différente. Okay? Et c'est vrai, on va montrer les vidéos très vite pour les personnes sourdes qui sont ici, peut-être, et après on va vers la conclusion. Ça, c'est la phrase avec l'ajout, c'est celui-là. OK. Alors, j'ai encore plus ou moins 10 minutes et je vais dire deux choses plus théoriques générales sur la théorie syntactique. Alors, la première chose est la suivante. Moi, j'ai proposé, plus ou moins, qu'il y a des cas dans lesquels il y a les cas de role shift, par exemple, c'est un cas dans lequel je dis il y a une co-articulation des verbes sujet au verbe objet. Alors, ça, c'est plus ou moins comme ça. Les deux catégories dans la syntaxe, dans l'arbre syntactique, sont distantes, sont dans leur position réciproque, sont là. Alors, il y a en principe une autre analyse possible, et c'est l'analyse à incorporation qui a été proposée pour les langues polysynthétiques. Okay? Alors là, par exemple, il s'agissait d'un cas dans lequel l'objet ferait un mouvement syntactique et il va composer une unité avec les verbes. Alors, comment distinguer les deux analyses? Alors, ce n'est pas aussi compliqué que ça, parce que dans les travaux sur les langues polysynthétiques, par exemple, les linguistes Mark Baker, les nommé ici, a montré, en fait, que les mouvements d'incorporation, comme c'est un mouvement syntactique, il obéit les limites, les constraintes sur les mouvements syntactiques. Il inclut les requis de ces commandes. Okay? La position finale doit se commander la position initiale. Alors, on peut montrer que si le role shift, c'était un cas d'incorporation, il s'agissait d'un mouvement syntactique qui est anormal, qui est une anomalie, parce qu'il n'y a pas de respect des requis de ces commandes. Okay? Alors, la phrase, c'est un peu compliqué, mais quand même, je vais la montrer. L'idée est la suivante. Il y a une phrase initiale qui est « je déteste Jean ». Et après, il y a la phrase qui est plus pertinente pour l'analyse. Alors, dans la phrase, il y a la topicalisation de l'objet direct, qui est personne faible. Et après, il y a le role shift, okay, dans laquelle les signeurs deviennent Jean. OK, alors la phrase. Et après, il y a une persécution avec la même structure. On va regarder la phrase très vite.
OK, alors, ça c'est une slide pour les syntaxiciens. Si les roll shifts étaient un cas d'incorporation, la dérivation serait quelque chose comme ça. Il y aurait un mouvement syntactique de logé direct, topicalisation, et après, on devrait faire l'hypothèse que les sujets bougent, mais bougent d'une façon dans laquelle la position initiale n'est pas sécondée. Alors, moi, je pense que même s'il a été proposé que les langues des signes sont des langues polysynthétiques, ce n'est pas du tout facile, cette hypothèse-là. Okay? Et je pense que l'hypothèse incorporation est attractive, mais elle ne marche pas. Alors, la dernière chose, c'est les... ça, c'est joli parce que je ne savais pas, mais le professeur ici a commencé pour la théorie de la linéarisation. Il a mentionné le fait qu'il y a une discussion intéressante entre Chomsky et Kane. Et ça, c'est la dernière chose que je vais dire. Alors, on fait un retour au début de la matinée. Okay, ce n'est pas mal. Alors, première chose, la coarticulation, en pratique, c'est la suspension de la linéarisation, dans le sens que deux choses ne sont pas linéarisées parce qu'elles sont coarticulées. C'est définitoire, si vous voulez. C'est la suspension de l'opération qui aplatit l'arbre syntactique et qui va créer une séquence linéaire. OK. Première chose, j'avais déjà dit qu'il y a des limites sémantiques à la coarticulation. On ne peut pas discuter de la réforme de la retraite avec la main gauche et comment les météores de Goulas apparissent avec la main droite. Okay? Bien. Il y a aussi peut-être des limites structurelles. En particulier, je pense que la coarticulation des deux catégories est possible seulement s'ils sont dans une certaine position structurelle. Alors, c'est une piste, ce n'est pas une théorie totalement développée, mais l'idée est la suivante. On avait dit que toutes les fois qu'il y a coarticulation, c'est une possibilité, pas une obligation. Okay? Alors, l'idée que je voudrais développer est que, pas aujourd'hui bien sûr, mais dans le futur, c'est que deux catégories peuvent être coarticulées si la position structurelle des deux catégories est telle que les catégories seraient adjacentes s'ils étaient articulées de manière indépendante l'une de l'autre. Okay? Ça, c'est un peu l'idée. Alors, la coarticulation doit respecter des règles. Parce que, par exemple, que je sache, il n'y a pas de cas dans lesquels les sujets logés sont coarticulés et le verbe n'est pas articulé avec eux. Ça serait même compliqué d'imaginer une configuration comme celui-là. Alors, on doit imposer des règles sur la coarticulation. C'est une piste, ce n'est pas une analyse développée, mais j'espère que c'est raisonnable. Et, comme j'avais proposé, Kane et Chomsky. Okay. Alors, Kane a dit que, et Luigi avait introduit cette notion déjà, que, en fait, la linéarisation est intrinsique à la structure hiérarchique. Kane, de manière plus explicite, a dit que si une node terminale, si vous voulez un mot pour simplifier un peu les choses, se commande B, et B, un autre mot, ne se commande A, alors A doit précéder B. Okay, ça, c'est l'axiome de correspondance linéaire de Kane. Alors, ça veut dire que si on a un arbre, si on a une structure, on a déjà un ordre linéaire. C'est intrinsique. L'ordre linéaire est intrinsique. Chomsky, et Luigi avait aussi introduit ça, dit une chose un peu différente. Comme l'opération base qui va créer la hiérarchie émerge, c'est la création d'ensemble, il n'y a pas de linéarisation intrinsique à la hiérarchie. Bien sûr, normalement, quand une structure doit être externalisée, okay, on doit avoir un algorithme de linéarisation. Et bien sûr, il est possible que l'algorithme de linéarisation est, par exemple, l'axiome de correspondance linéaire proposé par Kane. Mais en principe, la hiérarchie
ne contient pas la linéarisation. Okay. Alors, si on regarde les débats entre Chomsky et Kane, avec dans l'esprit les cas des langues des signes qu'on a vu aujourd'hui, si ce que je dis est raisonnable, il y a des cas dans lesquels il y a une structure hiérarchique, parce qu'on est sûr que dans les langues des signes, il y a aussi une structure hiérarchique, mais il n'y a pas de linéarisation obligatoire. Okay? Alors, pour moi, ça va plutôt dans la direction de Chomsky plutôt que dans la direction de Kane. Mais ça reste une chose, encore une fois, à développer. Mais je pense que les langues des signes ont beaucoup à dire sur la linéarisation. Ça, c'est clair. Alors, conclusion. J'ai soutenu j'ai dit qu'il y a deux types de coarticulation possibles. Deux phrases complètes qui peuvent être coarticulées, ou plusieurs phrases. On a vu un cas dans lequel 3 phrases peuvent être coarticulées. C'est mon analyse est raisonnable. Et ça, c'est les cas, si vous voulez, qui sont les cas de haute simultanéité qu'on a vu comme les chevals. Après, il y a le role shift, et peut-être que le role shift, c'est à l'intérieur de la même phrase, la coarticulation des deux constituantes. Et ça, c'est, comme j'ai dit il y a 30 secondes, quelque chose à considérer quand on parle de la théorie de la linéarisation. J'ai fini, mais, très important, remerciements. Alors, je dois remercier les personnes qui sont venues ici, de loin, parce que je pense qu'il y a des personnes ici qui sont venues de loin. Je dois remercier mes collègues des projets Horizon, parce qu'ils ont beaucoup nourri mes idées sur les langues des signes. Et après, je dois un grand merci à Adrien Dadon. Adrien Dadon, c'est un doctorant en sourd de Paris 8, avec laquelle j'ai beaucoup discuté le contenu de cette présentation. Et il est fort possible que sans sa contribution, les bonnes idées qui sont là ne seraient pas là. Mais bien sûr, je reste responsable de toutes les bêtises que j'ai dites aujourd'hui. Merci.